Est-ce que vous êtes penché sur la façon dont apparaissent les buzz, par exemple? Comment ça fonctionne Parce qu'un buzz, personne ne peut dire je vais faire un buzz. Hein. Non, non, parce que vous évoquiez, tout à l'heure, il y a la métaphore organique qui est en permanence mobilisée. Pourtant, on continue à parler de levier, on continue à vouloir un pilote dans la voiture, donc on reste dans la perspective mécanique. Mécaniste. Donc non, ça ne se déclenche pas. Que ça soit organique maintenant. Par définition, une logique sociale ne se décrète pas, un mouvement social ne se décrète pas. Le problème des marketeurs et des managers et des décideurs politiques ou privés, c'est d'être capable de répondre à ce qui émerge le plus rapidement possible. Alors, j'ai vu récemment qu'une marque de sous-vêtements féminins, Obad, a fait... prenez un micro, Gisèle. A essayé de faire un buzz via Twitter, si j'ai bien compris, en faisant filmer, enfin en montrant aux Parisiens, dans une rue, une jeune femme qui semblait se déshabiller. Alors, derrière un rideau, c'était très décent. C'était l'imagination qui, éventuellement, ne l'était pas. Et puis, finalement, on a appris que c'était une espèce de démarche publicitaire bizarre, et en même temps elle a fait le buzz un tout petit peu, ça a bourdonné, parce qu'il y avait des gens qui venaient filmer ça avec leur portable, etc. C'est des outils utilisables, ça, ou c'est... Mais après c'est une question de réputation. Hein. On peut tout imaginer. Le problème, alors mes petits confrères de la communication ont un peu trop tendance à utiliser le web que pour faire du buzz. Et le buzz, c'est pas quelque chose, d'abord, c'est, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est quelque chose de très difficile à lancer, c'est très compliqué. Internet, ça va bien au-delà de ça. Alors après, on peut tout imaginer, parce que la créativité, il y a certains... Pourquoi une créativité marche et l'autre ne marche pas? Alors là, c'est le mystère de l'art, ça. Voilà, tout à fait. Mais il est clair que est né à travers justement ces réseaux sociaux et ces réseaux communautaires, ce qu'on appelait un flash mob. Un flash mob, c'est réussir à réunir un groupe de personnes autour d'une thématique commune ou d'une passion commune. Et quand on voit sur certains sujets, ce que ça peut mobiliser comme gens, c'est incroyable. Mais il est clair aussi que quand on parlait des réseaux communautaires, des groupes que l'on peut créer sur Facebook, un groupe, c'est fait pour réunir les gens autour d'un centre d'intérêt commun. Les réunir autour d'une marque, c'est très compliqué, très compliqué. Oui, il y a une dimension spontanée et auto-organisée qui est très importante. C'est ça qui est très maîtrisable. C'est pour ça qu'il faut que le sociologue nous explique comment ça fonctionne, quoi. Oui, enfin on essaie. Mais pour revenir sur la question du buzz, comme quoi on ne prévoit pas ce genre de dispositif, ce matin j'entendais que l'excellent Bernard-Henri Lévy venait d'apprendre à ses dépens que le buzz et que la question de la e-réputation était quelque chose d'assez violent, puisque, bon, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais... Non, en substance. En substance, il a publié un ouvrage dans lequel il s'appuie sur un philosophe, qui n'a jamais existé, donc qu'il n'a pas lu, et puis donc c'est en train de lui revenir de manière assez radicale et brutale, et donc là je pense que sa réputation est largement entaché. Mais, on va pas parler de Bernard-Henri Lévy et de ses méthodes pour personnage brillant au demeurant. Oui. Non, mais il y a eu un tweet il y a une semaine, comme quoi, comment il s'appelle Johnny Depp était mort. Bon, voilà. Après aussi, mais le problème, tiens, un petit raccord avec la presse, c'est intéressant, c'est que tous les journalistes sont sur Twitter, parce qu'ils sont à la chasse au scoop. C'est vrai qu'il y a énormément d'informations qui circulent. Mais le web est un réseau libre. Et il faut d'autant plus avoir gardé l'esprit critique, parce que tout peut être affiché sur le web. Il faut comparer. Alors, éclairez-nous un peu sur l'avenir. Comment vous voyez ces choses-là évoluer, ces outils-là évoluer, les gens qui... soit les utilisent, soit les subissent, soit les retournent, évoluer. Alors ça, c'est vraiment le genre de question auquel il est difficile de répondre. Sortez votre boule de cristal. Sauf s'appeler Elisabeth Tessier et puis faire Non, je pense que un des aspects intéressants de ces technologies du flux de mouvement, c'est la question de la dématérialisation. C'est-à-dire que les entreprises ont toujours buté dans leur histoire sur la question de l'espace et sur la question du temps. Et pour résoudre ces problèmes-là, on a organisé les entreprises, les ateliers, enfin on ne va pas faire l'histoire des entreprises, mais là, ça affranchit d'une certaine manière les organisations de ces contraintes-là, et donc ça ouvre des nouveaux possibles, et c'est ça aussi qui est intéressant. Autre phénomène qui radicalise ce qu'évoquait Gisèle tout à l'heure, qui parlait de participatif, on est carrément dans le contributif. C'est-à-dire que là, ça implique de penser
son environnement de manière radicalement différente. En même temps, ça n'affranchit pas complètement l'entreprise du temps et de l'espace. Quand ils ont eu leur afflux de commandes, il a bien fallu qu'ils les exécutent. Oui, bien sûr, il y a l'aspect logistique et matériel. Voilà. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, au niveau de l'innovation, au niveau des concepts qui peuvent émerger, etc., ça ouvre des possibles qui n'existaient pas avant dans le champ industriel. Quoi. Là, on est dans le champ de l'immatériel. Parce que ça aussi, c'est quand même un changement radical. La société industrielle les 50 dernières années, c'est on produit des biens manufacturés, standardisés, donc c'est relativement simple, entre guillemets. Là, on est passé dans une économie largement dominée par le service, donc par la relation. Là, c'est beaucoup plus complexe. Hein. D'ailleurs, ça dématérialise, mais il faut remettre des éléments de matérialisation. Tu évoquais tout à l'heure, Gisèle, le 0,2, 40, etc. Bon, vous voyez, il faut imaginer des choses nouvelles parce qu'il n'y a plus de one best way. On a tous été formés. Moi, j'ai 47 ans. Tous les gens de ma génération, on a été formés sur le One Best Way, la méthode. Tu achètes le Mercator, le communicateur, le stratégore, tu as ta recette, tu appliques le modèle. Ça, c'est terminé. Enfin, de mon point de vue, en tous les cas, les gens qui se limitent à ça vont tellement fini que il y a des grandes entreprises internationales, y compris Nike que vous citiez, qui proposent à leurs consommateurs, à leurs clients de base, pas d'inventer leur modèle, mais de fabriquer leur modèle comme un avatar d'éléments qui existent. Alors ça rejoint des débats, peut-être un peu d'intello, etc. Mais on quitte une pensée du modèle, réplicable, etc., pour aller vers une pensée du processus. C'est-à-dire des choses que... Et le passage chez Démarche Qualité, on voit bien, hein, il faut en permanence réécrire, renégocier, redéfinir les conditions de l'efficacité collective. Et pour ça, il faut que les salariés contribuent. Ça, c'est les démarches qualité. Et puis maintenant, il faut aussi que les clients contribuent à être en permanence dans ce dispositif-là, sachant que l'expertise, elle a largement glissé en dehors de l'entreprise. Ça, c'est quand même un phénomène majeur qui empêche de dormir un certain nombre de responsables de recherche et développement. Quel conseil vous leur donneriez Soyez aware, peut-être, je ne sais pas. Non, l'idée... moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est que l'opportunité, mais je prêche pour, entre guillemets, ma chapelle, c'est il va falloir, à un moment donné, que les gens qui ont été formés sur une culture de l'ingénieur acceptent que ce qui peut les aider à penser les environnements dans lesquels ils veulent s'inscrire, c'est les sciences humaines et sociales. Donc moi, j'y vois vraiment une opportunité pour que les sciences humaines et sociales, les sociologues, les anthropologues, les psychosociologues, tout ce que vous voulez, eh bien, travaillent aussi en collaboration avec les managers ou avec les ingénieurs. Parce qu'en France, il y a toujours eu, enfin même en Europe, cette partition entre les ingénieurs sur la logique formelle qui rationalise tout, et puis les grands éthérés comme moi qui parlent de métaphysique, qui font de mal à personne, mais qui sont pas finalement très intéressants. Et là, on quitte cette grande séparation et on est en train de tenter des hypothèses essai-erreur, toujours, c'est ça. Hein. Ouais. On revient dans des perspectives évolutionnistes. On teste des trucs, on essaie de voir, et puis la capacité à réagir, c'est ça qui est important. C'est intéressant en même temps. Et puis, oui, c'est génial. C'est des champs d'opportunités formidables. Absolument. C'est des champs de réussite formidables. Absolument. Mais ça peut aussi être des champs de plantage définitifs. Oui, bien sûr, mais bon, c'est la logique du marché. Hein. Vous parliez tout à l'heure de cercle vertueux, même s'il faut se méfier de ces trucs-là. Et surtout, ce dont il faut se méfier, à mon avis, c'est tout le discours de réenchantement du monde grâce aux nouvelles technologies. Ça y est. Autant Max Weber, grand sociologue de la fin du 19e, disait l'arrivée de la machine et de l'industrie, ça va désenchanter le monde, parce que ça rationalise tout, donc la croyance, machin. Là, on est en train de nous dire, ça y est, Internet, les réseaux sociaux, c'est la solution. Et du coup, les marketeurs se plongent dessus, les communicants plongent dessus, nos hommes politiques plongent dessus, etc. Tout le monde plonge dessus. Vous avez l'air de vous mettre un peu en distance vis-à-vis de tous ces plongeurs dessus. Non, je me mets pas. Ça réenchante le monde malgré tout. Ouais, ben non, ça crée des nouveaux possibles. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui n'arrivent pas. Il y a des gens qui vont se retrouver sur le bord de la route. Il y a tout ça. Il y a la fracture numérique. Bon, on ne va pas rentrer dans ces discussions. C'est pas l'objet aujourd'hui. Mais... Ça commence un peu à changer. Oui, Félix. Il y avait juste un aspect que je voulais aborder aussi sur la partie interne, parce que il y a aussi l'aspect positif de toutes ces choses-là. Et puis, je rejoins complètement l'importance d'un sociologue dans les stratégies, par exemple, ce qu'on appelle Web 2, parce que le partage de réseaux et comment fonctionnent les réseaux sociaux, par définition, c'est de la sociologie. Donc, je pense qu'il a toute sa place dans l'économie. Mais au-delà de ça, sur l'aspect néfaste du web, parce qu'il y en a quand même, faut pas être déconnecté de l'aspect virtuel, de l'aspect physique, notamment sur des choses qu'on ne parle pas encore, mais que je pense qu'est l'avenir, l'impact écologique du web. C'est des choses qu'on ne parle pas souvent, mais toutes ces données-là de Facebook, toutes ces photos-là, il faut les conserver sur des ordinateurs.